Eh bien, nous voilà arrivés au centre-ville du Mans, au Centre d'art actuel. Je vous propose une immersion totale dans le monde haut en couleur de Yvon Taillandier. Un subtil équilibre entre architecture, littérature, sculpture, peinture. Toutes ces œuvres d'art sont des hymnes à la joie. Alors, si vous avez le moral en berne, bah oui, hein, c'est l'hiver, il fait froid, il y a le Covid. Eh bien, une exposition d'Yvon Taillandier et hop, comme par magie, vous verrez la vie en rose. Ou peut-être en bleu, ou en rouge. Enfin, vous allez voir. Bonjour Claire Aymon. Alors vous êtes la responsable chargée publique du Centre d'art actuel. Oui, c'est ça. Donc chargé du public, ça veut dire en charge de la médiation, des ateliers, et puis du général, le public général, que ce soit scolaire, associatif, hôpitaux aussi on reçoit, voilà. Très 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 large. Quand vous dites atelier, c'est-à-dire ? Alors, on propose à chaque exposition en fait des ateliers thématiques par rapport aux expositions. Par exemple ici pour Yvon Taillandier, c'est Welcome to le Taillandierland, où on va apprendre à reprendre les codes de l'artiste et à faire sa propre œuvre à partir de carton par exemple. Alors en parlant d'Yvon Taillandier, pourquoi vous avez voulu mettre à l'honneur cet artiste en particulier ? Alors Yvon Taillandier est vu par nous, mais quand même par beaucoup de monde, comme un précurseur en fait. Déjà, il avait été invité à Pulsart, donc il était déjà venu au Mans. Et nous, le FIA, on travaille aussi beaucoup avec la galerie GNG de Paris, la galerie Gilles Naudin. Du coup, cette exposition est en lien, en commun entre nous. Et l'idée, c'était de le mettre à l'honneur avec une exposition qui présente que ses œuvres ici sur papier, carton essentiellement, et quelques petits objets, mais légers. Il a aussi fait beaucoup de toiles, en fait, qui fera l'objet d'une fondation à Avignon début 2023, normalement, si tout va bien. D'accord. Et bon, Yvon Taillandier, comme vous venez de le dire, c'est un univers global. Je crois savoir aussi qu'il a peint sur du mobilier, sur des supports comme le béton, le bois, des matériaux organiques. Et comment se fait-il qu'on n'ait pas ce type d'œuvre dans cette exposition ? Alors, parce qu'ici, du coup, c'est la cession. C'est-à-dire qu'Yvon Taillandier est décédé en 2018. N'ayant pas d'héritier, il a divisé en fait ses œuvres en deux parties. Donc, tout ce qui est œuvres sur papier, carton, à la galerie Gilles Naudin. Et toutes les œuvres peintes en fait sur toile ont été cédées à sa deuxième épouse Françoise, qui fera du coup l'objet de la fondation en 2023. Alors, on est sur de l'art figuratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce que c'est que l'art figuratif ? Parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement ce que c'est que l'art figuratif, tout simplement. Oui, alors Yvon Taillandier, c'est assez particulier. Alors déjà, il faut savoir qu'il a un parcours en tant que critique d'art à la base. Il a beaucoup écrit pour Connaissance des Arts et des monographies sur ses amis, Giacometti, Soulages, voilà, tout ce petit mouvement-là. Et ensuite, fin des années 60, il a développé son art plastique, en fait, sa plasticité. Et du coup, au niveau de la figuration, lui, ce qu'il va vouloir créer, c'est la figuration libératrice. En fait, ce qu'il faut différencier de la figuration libre. Figuration libre, on va entendre des artistes comme Combas, Di Rosa. La figuration libératrice de Yvon Taillandier, ça va être tout un autre programme. Ça va être l'idée d'ouvrir les arts à tout à chacun. Autant de la libération de l'artiste qui va se poser moins de questions, on va dire, formelles et qui va être plus dans un geste plus léger. Et aussi pour le spectateur qui puisse rentrer facilement dans les œuvres, qu'il n'y ait pas de contrainte en fait de savoir et casser un peu l'idée d'élitisme en fait dans les arts. Alors, ce qu'on peut constater sur les œuvres qui sont exposées ici, c'est qu'il y a, ça peut être dérangeant, il y a des multiples visages, des hommes aux multiples membres. C'est très particulier quand même comme univers. Oui, alors c'est le Taillandierland en fait. C'est un univers personnel peuplé de Taillandiers landais qui vivent de manière autonome dans la tête d'Yvon Taillandier et qui ressort sur papier. Voilà, donc c'est vraiment un royaume. Ils se sont dit que c'était un royaume, il en serait le roi, c'était une démocratie, il en serait le président, voilà, c'est lui qui régit les règles et il va vraiment décrire en fait des petits personnages qui vont évoluer. Et en fait, sur chaque œuvre, on va retrouver souvent les mêmes symboles d'une boule qui devient deux, puis trois, avec des têtes, des jambes, des bras qui poussent dans tous les sens. Et en fait, ça symbolise le temps, mais surtout, ce qui était très pointilleux pour lui, c'est que ça symbolisait une histoire. Ça raconte à chaque fois, chaque œuvre raconte des mini-histoires abordables à n'importe quel âge et surtout qui vont dans n'importe quel sens. Donc chacun peut se créer son histoire par rapport à ses œuvres. Donc c'est un univers assez merveilleux là-dessus. Et sur le fait, en fait d'aller sur des cartons, sur des papiers, sur de l'ameublement, c'est aussi le monde en expansion en fait. Il n'y a pas de limite au développement de ce monde-là. Et vous disiez, oui, il a aussi fait des œuvres publiques, en fait. Par exemple, il a fait une colonne à l'hôpital de Bray pour les enfants. Voilà, donc il va vraiment étendre son univers partout, jusqu'à la façade de son atelier à Paris, qui est visible. Voilà, rue à Jean Bailly, dans le 9e arrondissement. On peut encore voir la façade de son atelier avec ces taillandiers landais qui se baladent, qui évoluent, qui ont des jambes, des têtes, voilà, qui vont pousser dans tous les sens. C'est vraiment le partage, quoi, et d'offrir, en fait, ce regard à tout à chacun.
Et on voit aussi, il y a un dénominateur commun à toutes les œuvres, c'est la couleur. Il y a vraiment un florilège de couleurs. Oui, alors comme je disais, c'était un critique d'art à la base, donc il a une grande connaissance en fait en histoire de l'art. Il va faire comme beaucoup de mouvements, comme beaucoup d'artistes, il va prendre des choses et en rejeter d'autres. Par exemple, les couleurs, il va utiliser principalement des couleurs primaires et secondaires, très peu de noir. Alors dans cette exposition, on a un petit peu, mais dans ces toiles, par exemple, il n'y en a pas. Comme les impressionnistes n'utilisaient pas de noir, mais que du violet. Il va se libérer de la perspective, comme les cubistes. Il va faire des corps étranges, mais sans aller dans le monstrueux, comme Matisse. Voilà, à chaque fois, en fait, il est très très référencé, et c'est ça qui est aussi magique, c'est le choix. Voilà, il va faire ses choix et prendre ce qu'il a envie de prendre et pas prendre ce qu'il n'a pas envie de prendre. Vous venez de dire qu'il était critique d'art, entre autres choses. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est en observant les œuvres des autres, en les critiquant, qu'il s'est enrichi et ce qui a fait que son univers soit aussi pluriel? Ah bah oui, ça c'est sûr. Après, il a aussi une histoire, étant jeune, il a baigné en fait dans un univers de livres et d'œuvres d'art qui ont fait qu'il a une connaissance. Et ça, c'est quelque chose, quand on baigne dans quelque chose, au bout d'un moment, on peut se libérer justement et créer son propre univers. Et c'est ça qui est assez magique. Après, il a aussi écrit des essais, dont un essai qui s'appelle Le voyage de l'œil, qui est un livre vraiment très très intéressant où il décrit justement le voyage du spectateur novice qui rentre dans un musée mais qui ne sait pas comment en fait entrer dans une œuvre, et ça va être vraiment comme un roman en fait, l'histoire de comment je vais m'attacher à une œuvre, comment je vais entrer dedans, comment je vais la lire et la comprendre. Et cet essai, il a mis 12 ans à l'écrire, donc ça pose vraiment de grandes questions sur comment en fait aborder l'art sans forcément y connaître quelque chose, même quand on y connaît quelque chose du coup pour lui. Alors vous parliez d'atelier tout à l'heure, je crois savoir qu'il va y en avoir un ici, justement dans le cadre de l'expo. Comment les enfants, par exemple, appréhendent les œuvres d'Yvon Taillandier? Pour les enfants, c'est très très facile, hein. On a beaucoup de scolaires, hein, avec des classes souvent de primaire, et eux, ils rentrent tout de suite dedans. Des fois, je peux même pas parler pendant mes visites, hein. Ils lèvent la main, ah mais j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ils sont très très intéressés. Pour eux, c'est facile, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, cet univers un petit peu rigolo, multiple, étrange, mais en même temps facile dans la réalisation, c'est qu'ils peuvent se projeter tout de suite. Et quand on monte en atelier, eh ben c'est tout de suite, il n'y a pas d'hésitation. Ils créent leur monde, leur taillandier landais ou ce qu'ils ont envie, en fait, ça y va tout de suite. Et du coup, on essaie vraiment de développer ces ateliers-là pour les familles. Mais on fait aussi, là, pendant les vacances, des visites comptées. La deuxième semaine, les mercredis, jeudis et vendredis, à partir de 11h15. Il y aura encore un atelier le dernier dimanche des vacances. Voilà, pour ouvrir au public et surtout pour avoir cette liberté de faire aussi sans contrainte, on va dire, esthétique trop forte. Alors justement, du coup, l'exposition va durer jusqu'à quand? Comme ça, on donne les dates à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent jusqu'à quand ils peuvent venir ici au Centre d'art actuel, au centre-ville du Mans. Alors l'exposition se termine le 27 février. Voilà, donc il ne reste plus beaucoup de temps, il reste 3 semaines. Voilà, et ensuite on enchaîne avec une exposition de nos collections, car du coup au FIA on dispose d'un fonds d'œuvres avec beaucoup de nouvelles œuvres. En fait, ce sont des donations d'artistes qui nous donnent des œuvres pour être exposées ici. Et ça va durer jusqu'à fin juin. Et cet été, jusqu'à octobre, on va travailler avec le musée de la faïence de Malicorne. On va proposer en fait une vision globale de la céramique contemporaine, mais aussi avec des pièces anciennes et avec beaucoup de pédagogie. Il y aura des maquettes explicatives sur la céramique, comment ça fonctionne, vraiment dans l'idée de partager et de faire connaître. Voilà. Et après, on aura Guy Brunet, voilà, le peintre Guy Brunet jusqu'à janvier 2023, voilà, pour les programmations. Merci beaucoup, Claire. On va continuer la visite. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de regarder l'exposition. Je vais peut-être aller leur demander ce qu'ils ressentent, ce que ça suscite chez eux. On y va. Alors, bonjour. Alors, quels sont vos petits noms? Catherine. Et Jens. Vous êtes du Mans? Vous habitez au Mans? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition? Comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce que ça suscite chez vous? D'abord, on ne sait pas ce qu'on attend. Parce que quand tu rentres ici, tu rencontres quelque chose de complètement nouveau. Ouais, tu ne sais pas, art moderne, ça peut être tout. Alors d'abord, c'est être ouvert pour une surprise, ce qui n'est pas facile du tout. Oui, parce que les surprises dans l'art moderne sont souvent pas vraiment confortables. Ouais, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et après, moi, je voyais le carton, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là, les coupures et tout ça, les couleurs. Moi, je suis plus habituée parce que j'ai une petite formation en histoire de l'art, donc je suis moins surprise. Et du coup, ça me permet de ne pas m'arrêter
à ce genre de détails. Dis-moi, par exemple, de voir un carton de pizza, ça me choque pas. Et du coup, je vois ce qu'il y a dessus. Et par exemple, le carton de pizza, je l'aime beaucoup. C'est drôle et ça rappelle, sans rappeler, mais d'une culture autre. Et ça vous plaît, les formes, la couleur? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ces œuvres? Pour moi, c'est la fantaisie et l'humour. Alors aussi, le soi-disant simplicité qui, j'ai écouté avant la Claire, l'interview, c'est qui n'est pas vraiment simple, c'est très intellectualisé. À la base, oui, et à la fois c'est très simple. Alors tu peux le voir comme avec toutes les références de l'histoire de l'art que je n'ai pas, mais je peux l'imaginer. Oui, mais à la fois c'est très bizarre, à la fois pour un adulte, parce que c'est extrêmement intellectuel dans son sens, et dans un autre sens pas du tout. Maintenant, il faut te situer où, oui, alors, comme personnage. Alors j'ai essayé de faire les deux. Après, je fais l'essai, je me suis rentré avec la fantaisie de regarder un enfant et tout à coup je regardais le tableau différemment parce qu'il y a la fantaisie, cet esprit de folie, l'humour qu'il a, beaucoup d'humour finalement, mais il faut s'ouvrir pour qu'il pas dans les habitudes parce que souvent tu vois Raphaël avec la Madone toute sévère et tout ça. Hein, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'attendre de l'art moderne. C'est cette fantaisie, oui, aussi de oser être complètement différente. Et comme il dit Jens, avec la comparaison qu'il fait avec Raphaël, les gens, enfin, qui sont plus habitués, ils ont quelque chose auquel se raccrocher, c'est-à-dire la technique, la ressemblance à un sujet ou un objet. Et du coup, c'est plus facile que par exemple d'être confronté à un carton et dire ce qu'on entend souvent, moi je pourrais en faire autant, sauf que il faut le faire. Merci Jens, merci Catherine pour ce petit témoignage super sympathique. Effectivement, voilà, si vous avez envie de voir des œuvres sur des cartons à pizza ou autres, venez. C'est des véritables hymnes à la joie, comme je vous l'ai dit dans la présentation. C'est un florilège de couleurs, un feu d'artifice de couleurs. Alors n'hésitez pas à venir ici jusqu'au 27 février pour faire des ateliers et puis admirer évidemment l'exposition. Allez, nous maintenant, on file à Fercé pour une petite parenthèse musicale. C'est parti!